Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 3 du roi Arthur qui s'appelle Excalibur. Le banquet terminé, Merlin et moi restâmes seuls dans la salle à regarder mourir le feu. Brest couché tout son long à mes pieds, le museau contre les braises, s'agitant nerveusement dans son sommeil. Nous étions silencieux, absorbés dans nos pensées. Au bout d'un moment, Merlin toisonna le feu du bout d'un bâton. Quelques étincelles se mêlèrent à la fumée qui s'élevait paresseusement dans la cheminée. Vous voyez ce feu, me dit Merlin, c'est votre royaume, le peu qu'il en reste. Il y a encore de la vie dedans, mais elle est cachée sous les cendres. Une étincelle ou deux, c'est tout ce qu'on en voit. Il faut que l'étincelle devienne flamme, et la flamme de brasier. Arthur, un brasier suffisamment ardent pour chasser tous nos ennemis et exterminer la lèpre qui ronge ce pays. Ce feu, Arthur, c'est vous, et vous seul qui pouvez l'allumer. Je ferai appel à tous mes pouvoirs pour vous aider, mais les forces du mal qui travaillent contre nous sont au moins aussi puissantes. Vos 3 demi-sœurs n'auront pas cessé qu'elles vous aient anéanti. La plus jeune d'entre elles, la fée Morgane, ne se laissera arrêter par rien pour récupérer le royaume qu'elle estime que vous avez usurpé. Et croyez-moi, elle dispose de tous les sortilèges voulus pour y parvenir. Il faudra que nous nous montrions suffisamment braves, suffisamment habiles et suffisamment avisés pour en venir à bout. Quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais dériver à votre propre ligne de conduite. Votre royaume est un pays où prospèrent la cruauté et la cupidité, et où aucun homme, aucune femme n'est assuré de vivre heureux, paisible durant toute son existence. Partout, dans chaque hameau, dans chaque ville, sévit la peur. Des chefs de bande, des brigands rôdent dans les campagnes en brûlant et en pillant tous leurs sous. Ivres de puissance et de convoitise, ils font ce qu'ils veulent. Partout, les paysans sont brutalisés, terrorisés, et ceux qui résistent sont massacrés. Ils n'ont pas de protecteur. Personne n'a jamais eu autant besoin d'un roi que ces malheureux. Dans leur masure, ils vous attendent avec impatience. Dans leurs églises, ils prient pour vous. Et c'est pour eux et pour Dieu que vous devez lutter, Arthur. Jamais pour vous-même. Vous êtes prêt à vous battre ? Si vous êtes à mes côtés, répondis-je, je serai avec vous, mais seulement tant que vous aurez besoin de moi. Un jour viendra où je devrai partir ailleurs, aider quelqu'un d'autre, mais il vous restera Bresley. Il tendit le bras et prit dans l'âtre un toison charbonné et traça sur le sol un triangle irrégulier. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Votre royaume, répondit-il, ou plutôt ce qui devrait être votre royaume. Actuellement, vous ne régnez pratiquement nulle part. Vous êtes cernés de tous côtés par vos ennemis. Ici les Saxons, là d'autres Saxons, ici les Pictes et là les Irlandais. Beaucoup de vos chevaliers se sont déjà ralliés à eux et combattront contre vous, par jalousie ou par cupidité. Et même ceux qui vous sont dévoués, les quelques fidèles qui ont festoyé ce soir en notre compagnie, n'ont jamais de leur vie entière goûté à la victoire. Ce sont des hommes courageux, des hommes loyaux, mais ils ont l'habitude de la défaite. Ils ont besoin de gagner, Arthur. Remportez une victoire sur les Saxons, une seule, et vous en remporterez 10. Vous en remporterez 100. Donnez un cheval à chaque homme, et ce que je vous dis se réalisera. Cela, au moins, je peux vous le promettre. Quand on est jeune, tout vous paraît possible. On ne commence à douter de soi-même qu'avec l'âge. Et à cette époque-là, le doute m'était inconnu. Avec Merlin à mes côtés et mes hommes montés sur des bons et solides chevaux comme il me l'avait conseillé, je partis affronter les Saxons. Nous formâmes une troupe disparate au départ. Nous étions qu'une poignée, mais notre effectif s'accrut en cours de route. Chaque village où nous traversions nous adjoignait un bûcheron, un fermier
ou un charbonnier. Les uns étaient armés de haches, les autres d'une vieille épée toute rouillée, quand ce n'était pas d'un glaive datant du temps des Romains. Certains même n'avaient qu'une fourche. En nous voyant arriver, les Saxons ont dû rire à gorge déployée. Un enfant roi imberbe et son armée de va pieds nus. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient pas deviner? C'est qu'il ne se voyait rien. C'était l'acier flambant neuf dont étaient forgés nos cœurs et la terrible colère qui nous animait. À Montauban, ils nous affrontèrent avec l'assurance irréfléchie que confère l'outredanse. En dépit de leurs longues épées et de leurs grands boucliers, nous en vîmes facilement à bout et les exterminant sur place. Ils ne songèrent même pas à fuir. On dirait ce qu'on voudra des Saxons, mais ce ne sont pas des lâches. Ils arrosèrent leur sang le sol de Bretagne, qui en resta teinté à tout jamais. Partout où je trouvais de la terre rouge, je peux dire que des Saxons sont venus là et y sont morts. La promesse de Merlin se réalise. Mon armée grandit pendant 3 ans et durant ce temps-là, je doutais pas un seul instant de notre invincibilité. Chaque victoire nous dotait une énergie nouvelle et nous rendait force supplémentaires. Chaque brave perdu au combat était aussitôt remplacé par 2, puis 3, puis 4, jusqu'à ce que nous soyons plus de 20 000 aguerris par la bataille et tous montés sur des bons chevaux. Les piques se dispersaient dans la forêt en rentrant chez eux sans livrer un seul combat. Les Irlandais furent également informés du traitement que nous avions infligé aux Saxons et ils rembarquèrent au plus vite. Mais les Saxons n'en avaient pas encore fini avec nous. Ils formèrent une armée redoutable et vinrent du sud-ouest par la mer, espérant nous surprendre. Mais Merlin m'avait averti à temps, et nous les attendions de pied ferme. La bande de terre rouge qui traversait toute la cornouille, indiquant le lieu où nous les avions accueillis, acculés et anéantis. Je ne tire aucune fierté du sang répandu, et je n'y pris aucun plaisir. Au cours de ces 3 années, j'assistais à plus de carnage que l'âme ne peut supporter sans dommage. Une terrible colère me stimulait si bien que je deviens d'une folle témérité. Certains prenaient cela pour du courage, mais je savais à quoi m'en tenir. Parfois, dans le feu de l'action, un voile rouge me tombait devant les yeux. En m'assommant, en fouillant, en taillant, il me semblait devenir un autre. Quelqu'un que je préférais oublier. Croyez-moi, c'est facile de tuer un homme, bien trop facile. Prendre plaisir à tuer est facile aussi. Je m'approchais dangereusement près. Seuls les fermes conseils de Merlin maintenaient mon visage levé vers le ciel et m'empêchaient mon cœur de s'endurcir. Nos victoires et le prétendu courage de l'enfant roi Arthur amenèrent une foule de seigneurs et de chevaliers et même de rois à ma cour de Camelot. J'avais bâti un château au sommet d'une colline entourée de marécages qui l'isolait du monde extérieur. Ce fut là que je me retirai pour me reposer après les guerres contre les Saxons. Je n'avais encore que 18 ans et j'étais l'idole de mon peuple et le vainqueur de l'envahisseur. C'était plus qu'il n'en fallait pour tourner la tête de n'importe quel jeune homme, et cela tourna la mienne en dépit de la présence de Merlin à mes côtés. Dans ma candeur naïve, je croyais les combats terminés et j'imaginais que j'allais désormais pouvoir me consacrer à ce que Merlin appelait toujours mon métier de roi, le bien-être de mon peuple. Or, j'avais maintenant de nouveaux dangers à affronter. J'étais entouré de nouveaux ennemis, ces rois qui s'étaient alliés aux Saxons et refusaient toujours de me reconnaître comme leur légitime suzerain. Le roi Luther Hawking, le roi Nand de Grave, le roi Dirskri et bien d'autres avec eux. Ils s'accompagnèrent et assiégèrent Berga, ma plus puissante forteresse d'Émis. Si jamais ils s'en rendaient maître, ils disposeraient d'un grand retranché au cœur de mon royaume. Merlin ne me laissa pas un instant de repos. Il fallait les chasser. Aussi toute fatigue que j'étais physique et morale, je repartis en campagne avec Merlin à la tête de mon armée victorieuse. Le trajet fut long et mes chevaliers languirent dans leur touffe de l'été. En arrivant sur la crête
nous aperçûmes à nos pieds, à l'orée de la forêt, le château de Bergame, entouré d'une armée importante qui nous attendait. Je regardai mes hommes et je me rendis compte que pas un seul d'entre eux ne souhaitait livrer bataille. Je l'ai compris et Merlin les comprit également, car ces gens-là n'étaient pas des Saxons, mais des Bretons comme nous, et nous étions là à les torturer. Disposez vos hommes sur le tour de sommet de la colline, me conseilla Merlin, et commandez-leur de taper sur leurs boucliers avec leurs épées en criant à plein poumon, et en faisant le plus de cailloux possible. Ce que nous fîmes jusqu'à en avoir la voix cassée, jusqu'à ce que tous nos boucliers soient cabossés. Mais à ce moment-là, le gros de l'armée que nous dominions avait tourné casque et pris la fuite. Quelques acharnés restaient pour nous défier, dont le roi Lot et le roi Nantes. La bataille fut d'une violence inouïe, mais au moins elle ne durera pas longtemps. Les deux rois rebelles déguerpirent en abandonnant leurs morts sur le terrain. Ce soir-là, le champ de bataille fut noir de corbeaux charognards. Plusieurs des chevaliers ennemis vinrent ensuite implorer leur pardon. Merlin m'incita à montrer grand et généreux et à leur pardonner. Un ami de plus, me disait-il, c'est un ennemi de moins. Aussi je ravalai ma colère et je suivis son conseil. Ils me prêtèrent serment et allégeance séance tenante et se joignirent à notre armée. Ce soir-là, le combat terminé, nous festoyâmes notre victoire au château de Bâle. La conversation roula essentiellement sur la patrie et la paix, mais pendant que nous dévisions, on vint nous avertir que le roi Rance Gals du Nord venait d'attaquer le château du roi Langue de Carmy, qu'il avait lutté si bravement à mes côtés contre les Saxons. Je ne pouvais pas l'abandonner, et toute fatigue de la guerre qu'ils étaient, je savais que mes chevaliers ne l'auraient pas voulu non plus. Reims était connu comme le sauvage du peuple de Galles, une brute assoiffée de sang qui aborderait un manteau trappeur orné de bardes et de tous les rois qu'il avait vaincus et tués. Aussi lui adressai-je un message disant que ma barbe ne méritait guère que l'on se batte pour elle, mais qu'elle serait à lui s'il parvenait à s'en emparer. Après quelques jours de repos, nous prîmes à contre-cœur la route de l'Ouest et du pays de Galles. Nous fondîmes sur lui du haut des collines sans doigt, et ses soldats détalèrent comme des moutons dès la première charge. Nous les poursuivîmes dans les vallées où la plupart d'entre eux furent ravis de capituler. Rien s'y refusa, et le pays de la vie. Je me ramassai son manteau sur le champ de bataille et m'en couvrais les épaules tandis que nous chevauchions vers Cambrai. Dieu sait pourquoi Merlin essayait à chaque instant de me convaincre de passer la nuit ailleurs, de prendre direction le chemin de Camelot. Il insistait beaucoup, mais j'étais grisée par ma victoire et j'avais hâte de revoir le roi Lot. Et puis je savais qu'un grand festin nous attendait. Et je n'aimais rien tant que de voir mes gens souriants et satisfaits autour de moi. Nous franchîmes le pont-levis en claquant et reçûmes un accueil délirant du roi Rome et des siens. Pendant le banquet, ce soir-là, je jetai au feu le manteau de Reims. Les flammes s'en emparèrent et le dévorèrent gloutument, et la salle vibra jusqu'au chaudron acclamations de joie et de soulagement. Après quoi, dans la solitude de ma chambre, enfermée par notre victoire et enivrée par la boisson, je m'étendis sur mon lit et tendis les oreilles aux troublants échos de la harpe. C'était la première fois que j'entendis une musique aussi mélodieuse depuis le dernier jour où ma mère avait joué pour moi, quelques semaines avant sa mort. Attirée comme par un aimant, je me levai et longeai la grande galerie, traversant la cour qui faisait suite. À chaque pas, la mélodie devenait plus proche et plus harmonieuse. Je m'arrêtai devant une fenêtre ouverte et jetai un coup d'œil dans la pièce. Elle était vide à l'exception d'une fille, non plutôt d'une femme assise à côté d'une harpe.
En me haussant sur la pointe des pieds pour mieux voir, je glissai bruyamment sur le pavé mouillé. Mais elle était si absorbée par sa musique qu'elle ne m'entendit pas et ne leva pas les yeux. Ses doigts couraient sur les cordes avec agilité. Ce fut de ses doigts fins et blancs et dansants que je tombai d'abord amoureux. Ses cheveux couleur de miel, de l'or mêlé de lait, me dissimulait son visage, mais je n'avais pas besoin de voir car je savais déjà qu'il serait parfait. Je sentais une main se poser sur mon épaule. C'est la fille du roi l'homme, dit la voix de Merlin. Elle est souffrante et a gardé la chambre. Comment s'appelle-t-elle demandai-je. Guenièvre, répondit-il. La princesse Guenièvre. Pendant qu'il parlait, elle s'arrêta de jouer et tourna les yeux vers nous. Je ne m'étais pas trompée, elle était absolument parfaite, avec un visage d'où la douceur et la force faisaient jeu égal. Mais il était pâle, trop pâle. Son sourire, lorsqu'il apparut, était serein et chaleureux, et ses yeux sombres souriaient avec elle. Merlin murmura « Voilà la femme que j'épouserai. » Il essaya de m'entraîner. « Il y a d'autres poissons dans la mer, disait-il. Pas pour moi, ripostai-je. Je vais lui parler. » Mais Merlin ne lâcha pas. « Non, Arthur. Si vous l'épousez, cela ne causera que des soucis. Ce mariage entraînera votre ruine ainsi que celle de votre royaume. Je sais ce que je dis. Et moi, je sais ce que j'éprouve, rétorquai-je. Et pour la première fois, je fus furieux contre Merlin. N'ai-je pas toujours suivi vos conseils? N'ai-je pas libéré mon pays de ses envahisseurs? Dois-je me confronter éternellement à vos suggestions? Suis-je un roi ou un pantin? Merlin soupira et me tourna le dos. J'étais hors de moi. Je ne pouvais plus, je ne voulais pas me résoudre à le rappeler. Lorsque je me tournai à nouveau vers la fenêtre, Guenièvre était partie. Je fermai les yeux pour la garder en mémoire, l'image éternelle de sa beauté, et je fis le serment solennel. Et au nom de Jésus, de ne jamais regarder une autre femme qu'elle, le jour venu de l'épouser. Quoi que Merlin puisse en dire, je jurai à haute voix afin de m'entendre prononcer ma promesse et d'être sûr de la tenir. Ah, les promesses, celles qu'on a envie de tenir, on les tient, mais les autres, c'est plus difficile. Je ne me cherche pas d'excuses si je n'étais que jeune et impulsive. Quelques semaines plus tard, j'avais déjà trahi le premier de mes serments. Je résidais alors dans mon château de Cramelot. Merlin n'était pas avec moi. Blessé par ma rebaffure, il m'avait abandonné. Pour la première fois de ma vie, je n'avais personne à qui demander conseil, ni mère, ni père, ni Merlin. S'il avait été là, ce ne serait pas arrivé. Il ne m'aurait pas laissé la chose se produire. Et si elle ne s'était pas produite? Cette femme sortit apparemment de nulle part. Une inconnue surgit d'une nuit de tempête à la recherche d'un abri. Elle soupa avec nous, et quand elle riait, je riais avec elle. Presley grogna et montra les dents, mais je n'en tins pas compte. La vérité, c'est que cette femme me plaisait et que l'adoration que je lisais dans ses yeux me plaisait également. Elle avait 2 fois mon âge, mais pour un jeune homme de 18 printemps, ce genre de détail importe peu. C'était une femme. Cette nuit-là, aujourd'hui encore, j'ai honte de l'avouer, je ne pensais pas une seule fois à Guenièvre. Ce ne fut pas les rugissements de l'orage qui l'empêchèrent de m'endormir. Ce fut le souvenir de l'inconnu, de la façon dont elle marchait, du parfum capricieux de sa chevelure, de l'invite de ses regards. Lorsqu'elle vint dans ma chambre, je fis semblant de dormir, mais quand elle se glissa dans mon lit, je fus incapable de freiner. Presley grogna d'une façon menaçante. « Il faut choisir, dit la femme. C'est lui ou moi. Je n'eus pas besoin d'y réfléchir à 2 fois. Presley me lança un dernier regard d'avertissement. Je savais que c'étaient les yeux de Merlin qui me contemplaient, réprobateurs, déçus et néanmoins d'une certaine manière rend signifié. Je fis sortir le chien de ma chambre
et je retournai à mon lit. Je ne pouvais pas me douter, mais cette nuit-là, à Cramlott, je sémais la graine de ma propre destruction. Lorsque je me réveillai le lendemain matin, l'inconnu était parti, et à ce moment-là seulement, je songeais à Guenièvre et à la façon dont j'avais trahi mon amour pour elle, à la façon dont j'avais rompu mon serment. Durant des jours et des jours après cela, je passais mes journées à cheval, à chasser dans la campagne environnante pour essayer d'oublier ce que j'avais fait. Mais je n'y parvins pas à le chasser de mes pensées. Mécontent contre moi, je cherchais le réconfort dans la boisson sans y gagner autre chose qu'une tête lourde et un cœur plus lourd encore. Il me tardait de revoir Guenièvre tout en sachant combien j'aurais du mal à la regarder en face après ce que j'avais fait. Il me tardait également de revoir Merlin et de faire la paix avec lui. Un matin de bonne heure, alors que je m'apprêtais à partir à la chasse, un jeune écuyer arriva au galop dans la cour du palais, tirant par la bride un deuxième cheval en travers duquel gisait un corps sans vie. « Qui a fait cela ?» demandai-je. « Le roi Pélimore, répondit-il. Ce nom me faisait trembler. De tous les rois régents et de tous les chefs de la bande qui défaisaient encore ma suzeraineté, Pélimore était le plus redouté, le plus cruel. Il a assassiné mon maître, continua l'écuyer. Et ceci sans l'ombre d'un motif. Nous étions à moins de 2 lieues d'ici, après avoir voyagé durant des semaines pour rallier le jeune roi Arthur. Eh ben, vous voilà rendu, dis-je, et je suis cet Arthur que vous cherchez. L'écuyer descendit de cheval et mit un genou à terre. « Messire Arthur, dit-il, je m'appelle Greffeux. Mon maître venait pour vous servir, pour vous suivre. Il est mort avant d'avoir pu le faire. Permettez-moi de vous servir à sa place. Je veux voir angoisser le roi Pélée, vautrer dans la frange qui est à sa place. Permettez-moi de m'en charger, messire. Conférez-moi le chevalier, armurez-moi, et je vengerai le meurtre de mon maître. Il était encore plus jeune que moi et ses joues roses avaient une fraîcheur juvénile que je ne pouvais l'envoyer combattre près qui ne ferait qu'une bouchée. J'aurais dû refuser tout net et y aller à sa place, mais ses yeux ardents m'imploraient. Pour être franc, je n'avais pas tellement désireux d'affronter ce pèlerin. « D'accord, répondis-je, mais soyez prudent. Ne chargez qu'une seule foulée. Si vous êtes désarçonné, arrêtez le combat. Vous ne devez pas lutter à pied. Le roi pèlerin est l'un des meilleurs bretteurs du pays. Vous vous y engagez ?» Il promit, et je vis qu'il était décidé à tenir parole. Je l'abadouai donc sans plus tarder. Nous l'armâmes et il partit. Moins de 2 heures plus tard, un cheval fourbu entra dans la cour en clinquant, monté par Griffy qui vacillait sur sa selle, le visage convulsé par la souffrance et le flanc ouvert. Il essayait de comprimer sa blessure pour l'empêcher de saigner, mais il n'y parvenait pas. Le sang qui suintait entre ses doigts tombait à grosses gouttes sur le sol à mes pieds. « J'ai tenu parole, messire, dit-il en s'efforçant de sourire malgré sa douleur. Nous l'aidâmes à descendre de cheval et à gagner le château pour s'y faire penser. Furieux, beaucoup d'entre nous étaient prêts à lancer inconscients aux trousses de pèlerins. Mais je décidai que j'irais seule. Cette décision me fut dictée par l'orgueil, et peut-être aussi par quelques remords. Armé d'une épée et d'une lance, Breslay tournoyait aux côtés de mon cheval. Je franchis le pont-levis et j'engageai sur l'étroite route qui traversait la forêt. Je n'avais pas beaucoup de chemin lorsque j'aperçus la bannière de pèlerin plantée à côté d'une source dans laquelle se désertait son cheval. Mais de lui, aucune trace, en dehors de son bouclier qui se balançait à la branche d'un vieux chêne. « Pèlerin, appelai-je, sortez de votre cachette. Vous êtes peut-être capable de corriger un gamin, mais je suis d'une autre trempe. Montrez-vous si vous l'osez. » De l'ombre sous les bois surgit un véritable colosse de son hameau sous le bras. « Aujourd'hui, je continue. Vous avez tué un homme et blessé un juvenceau. Et tout cela pourquoi ? Parce que je joue
contre quiconque passe par ici, répondit le roi Pèleron. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Je fais ce qui me plaît, où il me plaît et quand il me plaît. Et il me déplaît de désarçonner des cavaliers. Dans ce cas, rétorquai-je, irrité par son arrogance, vous ferez bien de monter sur votre cheval, car moi aussi il me déplaît de désarçonner les gens. Il sourit, enfourcha lestement son destrier et se mit en selle. Eh bien, allons, dit-il, qu'est-ce qu'on attend? Nous prîmes nos distances, fîmes demi-tour et calâmes nos lances au creux de l'épaule. Je sentis mon cheval me rasser sous moi. Je talonnai et lui lâchai les rênes. Il s'élança. La lance pointait sur le centre du bouclier de Pèleron. Tout muscle noué, je me préparai au choc. Il fut si brutal que les deux lances volèrent en éclats. « Vous êtes bon, me cria-t-il en faisant demi-tour à son cheval qui s'ébouriffait en piaffant. « Vous êtes même très bon, mais vous n'êtes pas suffisamment bon. On recommence, d'accord ?» Il fit apporter d'autres lances. Ce fut à ce moment-là que je remarquai que Presley s'enfonçait délibérément sous le couvent. Pendant un instant, je me demandais ce qu'il faisait et où il allait. « Votre chien est malin, ricana le roi. Il sait quand il est temps de se dérober. Vous voulez en faire autant ?» Je pris la lance qu'on me tendit. « Ne parlez donc pas autant, lui criai-je. Piquez dans des deux bras. » Et pour la seconde fois, nous rechargeâmes. Pour la seconde fois, les lances furent pulvérisées. Mais ce coup-ci, je faillis être désarçonné. Je compris que j'avais trouvé à qui parler. Une troisième fois, je m'élançai vers lui, mon bouclier plaqué contre ma poitrine, le corps couché sur ma lance, toutes les fibres de mon énergie concentrées sur la pointe de ma lance, et cette pointe braquée sur le centre de son bouclier. Sur son cœur. Mon cheval fit un écart à la dernière seconde. Avais-je surestimé mes forces? Je ne le saurais jamais. Quoi qu'il en soit, je fus touché hors d'aplomb. Le roi Pèleron me souleva de ma selle et m'envoya mordre la poussière, le souffle coupé. Puis, un regain de colère dans cette humiliation, je me relevai aussitôt, l'épouai au poing et attendis mon adversaire de pied ferme. Il mit pied à terre, dégaina et se jeta sur moi comme un forcené, m'obligeant à reculer. Je ripostai de mon mieux en parant ses coups avec mon bouclier, mais celui-ci me fut arraché. Du sang coulait de mon cou. Je compris brusquement que ce n'était plus pour gagner que je me battais, mais pour défendre ma vie. Avec l'énergie du désespoir, je fis tournoyer mon épée au-dessus de ma tête et l'abattis de toutes mes forces sur son hameau. J'avais fendu en deux plus d'un saxon avec un coup pareil, mais cette fois, ma lame n'entama pas le fer. Au lieu de cela, elle se brisa net. Et je me retrouvai avec une seule poignée de mon épée au poing, ne sachant même pas de quel côté était partie la lame. Avant d'avoir compris ce qui m'arrivait, je fus renversé et cloué au sol, l'épée de mon adversaire posée sur ma gorge. Je pensais alors à Guenièvre et aux deux serments que j'avais violés. J'avais commencé par trahir mon amour pour elle, maintenant je ne l'épouserai jamais. Je ne la reverrai pas. « Suppliez-moi, cria-t-il, implorez ma clémence et je me laisserai peut-être fléchir. Si la défaite était humiliante, la culpabilisation était impensable. Il se peut que ce soit par la pensée de ne pas jamais recevoir Guenièvre qui m'insuffla des forces nouvelles. Je ne savais pas. Je me tortillais, je me roulais moitié blotti sur mes pieds et me ruais sur lui. Je fis sauter mon épée dans mes mains et nous luttâmes dans la poussière comme des bêtes. Mais il était trop fort, trop lourd pour moi. J'avais le dessous et je le savais. Ma volonté faiblissait continuellement. Alors que j'étais sur le dos, ses doigts autour de mon cou, je vis Presley sortir des bois en aboyant peut-être pour me prévenir, peut-être pour me sauver la vie. De toute manière, c'était trop tard. Le roi Pelé avait de nouveau son épée à la main. Le soleil la fit scintiller, je fermai les yeux pour ne pas voir venir la mort. Mais elle ne vint pas. Lorsque je les rouvris, le bras brandi du roi Pelé était figé à la verticale. « Ça suffit, dit Merlin. Si vous le tuez, Pèleron, vous tuerez du même coup l'espoir de la Bretagne. Cet homme est Arthur, votre suzerain. » Et il retira de la main crispée
Il retira l'épée de crispée de la main du roi Arthur Penrose. « Vous êtes Arthur » murmura le roi Penrose. « Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Et sur ces mots, il ferma les yeux et s'effondra comme une masse à côté de moi. Merlin m'aida à me relever. « Comment m'avez-vous trouvé ?» lui demandai-je. « Il me semble pourtant vous avoir prévenu, répondit-il doucement. Bresley est mes yeux et mes oreilles. Même quand je ne suis pas à vos côtés, vous n'êtes jamais hors de ma vue ni de mes pensées. » Et en l'étreignant, je me rappelais qu'il avait déjà dû assister à des mauvaises actions de la nuit de Crémol. « Vous m'avez manqué, dis-je. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dû me mettre en colère contre vous. Mais j'aimais Guenièvre à ce moment-là, et je l'aime toujours. Je sais, dit Merlin, et je sais également que je n'y peux rien. Pour moi, c'est parfois pénible parce que je suis au courant de ce qui va arriver. Il y a tant de choses que ne voudrais pas voir se produire et que j'essaye de m'y opposer, tout en sachant pertinemment que je n'y peux pas. Notre querelle fut autant ma faute que la vôtre. Si c'est ce que vous désirez, alors vous aurez Guenièvre pour reine. Mais je me rendis compte que Bresley n'est pas suffisamment pour protéger mon absence. Il est temps d'aller chercher Excalibur. Excalibur? Qui est Excalibur? Vous verrez, dit Merlin. Et Penrose, qu'est-ce qu'on en fait? Demandai-je. On ne peut pas l'abandonner dans cet état. Même si je ne l'apprécie guère, c'était un excellent lutteur. Jusqu'ici, personne ne m'avait encore battu. Et ne vous aurais jamais battu, Arthur, si vous n'aviez pas passé vos soirées à vous enivrer ces derniers temps. Ce qui vous a amoindri vos forces, ce n'est pas un mal, la défaite est une bonne école. On finit toujours par tomber sur quelqu'un de plus rapide, plus adroit, de plus fort. Il est exact que peu d'adversaires l'emportent sur vous, mais il s'en trouvera quand même quelques-uns. L'un d'entre eux en particulier, fort comme un lion, deviendra le plus vaillant de vos chevaliers et le meilleur de vos amis, durant quelque temps, tout au moins. Et un autre de vos chevaliers, encore plus fort que le précédent, puisera dans ses forces, dans sa bonté et dans sa pureté. N'en dites pas davantage, je vous prie, dis-je. Ce que j'ignorais, je ne saurais m'affliger. Quand je voudrais savoir, je vous le demandais. Promettez-moi que ce jour-là, vous me direz la vérité. Et promettez-moi de ne plus rien me dire sans que je vous l'ai demandé. Vous êtes bien sage pour votre âge, Arthur, dit Merlin. Mais ce que j'entends, je vous promets de rien vous dévoiler sur votre avenir sans que vous m'ayez interrogé, et de vous dire alors toute la vérité. Et je ne vous tracasserai pas pour le roi Penn. Je lui ai fait aucun mal. Dans les quelques heures, il se réveillera tellement honteux d'avoir levé la main sur vous qu'il deviendra l'un de vos alliés les plus sûrs, l'un de vos amis les plus loyaux. Je suis beaucoup plus inquiet pour vous que pour lui. Il faut examiner ses blessures sans tarder, après quoi nous irons chercher Excalibur. Je passai les 3 jours suivants en compagnie de Merlin dans la grotte d'un ermite au fond de la forêt, à attendre que mes plaies cicatrisent. Et quand Merlin déclara qu'il était temps de partir, j'étais encore tout raide et endolori. Sous la conduite de Bresley, qui semblait toujours savoir où il allait, nous nous enfonçâmes encore plus profondément dans les bois. Des pistes de cerf finirent par nous amener à une région découverte, déserte, où je n'avais jamais encore mis les pieds. La soirée était paisible, tiède, et les mouches étaient couchées lorsque nous atteignîmes un grand lac qui nous empêcha d'aller plus loin. À notre approche, des hérons poussèrent des cris effarouchés et partirent d'un vol lourd, se réfugier dans les collines boisées qui s'élevaient de l'autre côté de l'eau. Bresley entreprit d'explorer les ruisseaux en quête de canards et il en fit lever quelques-uns qui s'envolèrent au ras de l'eau en laissant derrière eux le lac parfaitement silencieux. Sous la brume qui commençait à tomber, en drapant de blanc le sommet des arbres, Merlin rappela à Bresley qui vint de mauvais grâce s'ébrousser en nous aspergeant de gouttelettes d'eau. « Maintenant, on attend un ours, Merlin.
Où sommes-nous demandai-je. Ce lac sépare la vie de la mort, Arthur. Derrière les brumes se cache l'île d'Avalon. Ceux qui l'habitent ne sont pas des vivants, mais ce ne sont pas non plus des morts. Ils sont dans un état intermédiaire entre la vie et les morts. Bien qu'ils n'appartiennent pas à notre monde, ils peuvent néanmoins y venir. Ils détiennent des pouvoirs terrestres et des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs pour le bien et des pouvoirs pour le mal. Cependant, ce lac n'est pas un lac comme les autres. Et où est cette Excalibur demandai-je. Et de quoi s'agit-il d'ailleurs? Vous pouvez pas me dire. Oh, arrêtez de poser des questions, Arthur, dit Merlin. Regardez, je regardais, mais je commençais par ne rien voir. Puis, sous mes yeux, la surface de l'eau se rida et s'ouvrit. Et là, à ma profonde stupeur, je vis émerger du lac une épée scintillante, brandie par une main, que plongeait un bras grainé de soie blanche. Voilà votre réponse, chuchota Merlin. Cette épée s'appelle Excalibur. Elle vient du monde d'Avalon, où sa lame a été forgée par des elfes et son fourreau tissé par Dame Neuf en personne, la dame du lac, qui est également madame. En prononçant son nom, sa voix s'altéra. Tenez, la voilà. Et des brumes sortit une silhouette drapée de vaporeux voiles verts. Elle marchait sur l'eau, mais comme le lac restait absolument lisse sous ses pieds, on aurait plutôt cru qu'elle flottait dans l'air. Elle vient vers nous, portant à deux mains un fourreau auquel était fixé un ceinturon. À la façon dont elle regardait Merlin et dont il la regardait, je compris qu'un très ancien amour les unissait, un amour toujours vivace. Le sourire secret qui les faisait briller leurs yeux de la dame n'était pas destiné qu'à Merlin. Mais quand elle prit la parole, ce fut à moi qu'elle s'adressa. « Messire Arthur, j'ai fait ce fourreau pour vous. Il vous est tissé avec la toise l'or d'Avalon. Gardez-le toujours sur vous. Toujours, vous avez compris. Mais l'épée, dis-je, comment aurais-je l'épée? Je devrais aller la chercher à la nage? Ce ne sera pas nécessaire, répondit-elle en souriant aimablement. Et pendant qu'elle parlait, j'aperçus une barque échouée dans les ruisseaux. D'où elle venait en commençant, elle était arrivée là. Je l'ignore. Montez, dit-elle. Je n'hésitais pas. Dès que je fus dans la barque, elle se mit en mouvement et glissa sans bruit sur l'eau noire en direction du bras dressé au milieu du lac. Lorsque nous en fûmes proches, elle ralentit jusqu'à s'arrêter une seconde, juste le temps pour moi de tendre la main et d'empoigner l'épée par la lame. Le bras s'enfonça dans le lac et je suivais les yeux jusqu'à ce que le dernier doigt ait disparu. Je m'assis au fond de la barque et regardai l'épée posée sur mes genoux. Sa poignée incrustée d'or et de pierreries s'adaptait à ma main mieux qu'à aucune de celles que j'avais tenues jusqu'à là. Sa lame était la plus importante que j'avais vue, et cependant elle me paraissait aussi légère qu'une plume, comme si elle était le prolongement de mon bras et non une arme. La barque atteint la rive et je levai les yeux. Merlin m'attendit, le fourreau à la main. La dame du lac n'était pas en vue. Je glissai l'épée dans le fourreau et Merlin boucla le ceinturon autour de ma taille. Il recula d'un pas pour m'examiner. « Eh ben, vous voilà en possession d'Excalibur. Qu'est-ce que vous préférez, Arthur, l'épée ou le fourreau? » L'épée, bien sûr, répondis-je en dégainant pour la première fois. Le fourreau sans épée ne sert à aucune utilité. Pas celle-ci, dit Merlin. Croyez-moi, Arthur, si vous suivez le conseil de la dame du lac et portez le fourreau attaché à votre taille, alors vous ne perdrez jamais une seule goutte de sang. Excalibur peut vous procurer la victoire, la gloire et l'honneur. Elle peut faucher vos ennemis comme des épis mûrs. Mais c'est le fourreau qui assurera en toutes circonstances votre sécurité. Ne vous séparez jamais, Arthur, quoi qu'il arrive. Elle l'a fabriquée spécialement à votre intention pour me faire plaisir. Cette femme est le grand amour de ma vie. Un jour, continua-t-il en rêvassant, un jour j'irai la retrouver, mais pas encore. Il faut que nous soyons réunis.
Elle est toujours dans mes pensées. Je ne crois que vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas, Arthur? Je le comprenais bien trop bien. Combien de temps restez-vous encore auprès de moi, Merlin? Demandai-je. Un moment, répondit-il, un petit moment. Et d'ailleurs, je ne vous abandonnerai jamais complètement, vous le savez bien. Vous aurez toujours Bresley, et Bresley vint auprès de moi, et pour la deuxième fois s'embrassa en m'aspergeant de la tête aux pieds. C'est évidemment une consolation, dis-je en riant. Une grande consolation. Nous rentrâmes donc à Camelot avec Excalibur. Ce soir-là, je fis circuler Excalibur autour de la table afin que tous mes chevaliers puissent l'examiner et la prendre en main. Chacun d'eux l'embrassa respectueusement avant de la passer à son voisin. Parmi eux se trouvait Pelron, venu implorer son pardon pour devenir l'un des nôtres, comme l'avait prédit Merlin. Je décidai qu'il pouvait demeurer avec nous à condition de commencer par faire la paix avec Grifflet et lui s'étreignèrent chaleureusement devant toute la compagnie, et la salle vibra d'applaudissements. À dater de ce jour, jamais deux chevaliers ne furent plus grands amis que Pelron et Grifflet. Quelques semaines seulement s'étaient écoulées lorsque nous apprîmes que le roi Lot et le roi Nantes avaient levé une nouvelle armée et marché vers le sud pour nous attaquer. En voilà deux qui ne reverront pas le printemps, s'exclama Pelron. Permettez-moi de m'en charger, messire. J'hésitais, doutant autant de sa loyauté, mais Merlin s'approcha de moi et me parla à l'oreille. Faites-lui confiance à Arthur. Laissez-le partir. Pelron prit donc Griffle et une centaine de bons soldats de notre armée. Et ils se mirent en route dès le lendemain matin. Ils étaient partis depuis un mois qu'un messager nous apporta les boucliers du roi Lot et du roi Nantes. Pelron avait tendu une embuscade, tué les deux rois de sa main et dispersé leur armée dont il poursuivait actuellement les lambeaux vers le nord. Ce soir-là, dans la cour du château, je contemplais appuyé sur mon bâton les deux boucliers des deux rois que nous avions accrochés au mur. Lorsque Merlin vint me rejoindre, il ne dit pas « Je vous l'avais bien dit », mais il le pensait, car ça se voyait à son sourire. « C'est le bâton que je vous ai donné, dit-il. Puis-je vous l'emprunter un instant ?» Et sur ces mots, il me le prit des mains et l'enfonça dans le sol. Aussitôt, un arbre sortit de terre. D'abord, un simple balveau, puis un chêne majestueux qui se déploya jusqu'à dominer toute la cour. Quand vous serez assis à l'ombre de ces branches, Arthur, me dit Merlin, pensez à moi et rappelez-vous ce que je vous ai dit un jour au sujet des glands. Gardez-les, dit-il. Je suis fier, Arthur. Je ne pourrais pas l'être davantage si vous n'étiez pas mon propre fils, et comme je vous aurais aimé que vous le soyez. En regardant le vieil homme s'éloigner, je fus submergé par une vague de tristesse. Je savais maintenant qu'il me quitterait bientôt, et je comprenais aussi à quel point je me sentirais alors seul.